Nous sommes samedi 26 janvier 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30 que nous démarrons avec le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix qui va regrouper les partis membres de la coalition au pouvoir. Les travaux qui ont débuté vendredi au Palais des Sports de Treichville verront leur apothéose ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Retour sur les travaux de ce congrès constitutif avec Alexis Ouedraogo. 9h ce vendredi, dernier réglage avant l'arrivée de la direction du RHDP dans cette salle du Palais des Sports qui refuse du monde. Ce vendredi s'ouvre la première phase du congrès constitutif du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Après plusieurs semaines de pré-campagne, le temps des travaux pour faire le lit du parti commence. 10h30, la cérémonie démarre avec la reprise à l'unisson de l'hymne national. Au pupitre, le ministre Amédée Kouakou, au nom du comité d'organisation, salue les quelques 10 000 congressistes statutaires présents pour ce rendez-vous. Le thème de ce premier congrès ordinaire du parti est RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Comme stipulé dans la note d'orientation du congrès, il s'est agi au cours des pré-congrès régionaux de relever les observations et les propositions des militants sur les textes fondateurs du RHDP adoptés par l'Assemblée générale constitutive du 16 juillet 2018. L'enjeu de ce congrès est de mettre en place les instances du RHDP et investir le territoire national pour proposer un nouveau contrat social aux Ivoiriens, conforme à l'idéologie du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un idéal de paix et de rassemblement pour une victoire éclatante et incontestable de notre parti à toutes les élections en 2020. 4 commissions sont mises sur pied portant sur la politique générale, le processus électoral, la vie, le fonctionnement du parti. Président de la cérémonie, Henriette Dagli-Diabaté a dit sa foi en ce jour historique, point de convergence du vivre ensemble. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005, marqué de 2010 à nos jours par la gestion commune et inclusive de l'État par le RHDP. Il a permis à notre pays de connaître des avancées spectaculaires. Cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Le RHDP sera puissant. Il est moderne parce qu'il dépasse les clivages habituels. Il appartient à la Côte d'Ivoire tout entière. Ce nouveau parti, le RHDP, est fort des valeurs qu'il inspire et désormais qu'il incarne. Nos enfants nous regardent, nos voisins nous regardent, nos devanciers nous regardent. Le comité en charge des travaux sera présidé par Iwi Bernard, avec à ses côtés plusieurs acteurs des différents partis et mouvements membres de l'Union. Des experts de la Commission de l'Union africaine sont en conclave à Abidjan depuis jeudi dernier. Les travaux portent sur la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063, un agenda qui met l'accent sur une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique pour les 50 prochaines années. Le temps fort de la rencontre avec Jean-Louis Gbangbo. Lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, s'est vu confier par ses pairs africains l'importante mission de champion continental pour la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un vaste programme pour le développement de l'Afrique durant les 50 années qui viennent. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce vendredi 25 janvier ici à Abidjan un atelier de haut niveau sur la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Cet atelier organisé par l'Union africaine en collaboration avec le gouvernement ivoirien
rassemble de hauts responsables de la Commission de l'Union africaine, des représentants des organisations régionales africaines ainsi que des organisations internationales. Objectif, définir un premier plan d'action pour une période d'au moins 10 ans, comme l'explique la ministre Kabaniale, qui est le point focal au plan national pour la réalisation du mandat confié au chef de l'État ivoirien par l'Union africaine. Comment l'Afrique planifie son développement sur les 50 prochaines années pour produire de la richesse par ses enfants, pour la répartir équitablement et pour faire en sorte que les Africains sortent de la pauvreté. C'est l'enjeu de cet agenda qui est un peu le repère pour les pays africains en matière de planification de leur développement à court, moyen et long terme. Le plan décennal dont le suivi a été confié au président de la République couvre la période 2014-2023. Ouvrant les travaux de l'atelier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rappelé la feuille de route confiée au champion continental par l'Union africaine, invitant l'atelier de haut niveau à l'enrichir par des propositions et recommandations. C'est le lieu pour moi de saluer le choix porté sur le président de la République de Côte d'Ivoire par ses pairs pour être le champion continental pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063. C'est un insigne honneur pour le peuple ivoirien. La feuille de route qui soutient ce mandat se décline selon les axes principaux suivants. Soutenir la vulgarisation et l'appropriation de l'agenda 2063 en favorisant l'engagement des autres chefs d'État. Impulser la mise en œuvre des 14 projets phares de l'agenda 2063. Aider aussi à la mobilisation des ressources financières pour le déploiement du cadre de suivi, évaluation harmonisé. Je voudrais vous assurer du grand intérêt que le champion pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 attache au plein accomplissement de la haute mission qui est la sienne par la volonté donc de ses pairs. Notons que les conclusions des travaux de cet atelier de haut niveau seront soumis au chef d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine au mois de février à Addis-Abeba. C'était plutôt un reportage signé Viviane Haïma. Cette semaine à Abidjan, le groupe Fraternité Matin avait comme invité le ministre de l'Hydraulique. Au cœur de la rencontre, la politique du gouvernement en matière de gestion d'eau potable et les travaux initiés pour satisfaire les différents ménages sur toute l'étendue du territoire national. Laurent Tchagba est également revenu sur les efforts consentis ces dernières années pour produire de l'eau potable en quantité suffisante pour toute la Côte d'Ivoire. Les explications de Francis Boifo. 14 milliards de francs CFA nécessaires pour résoudre la question de la distribution d'eau potable dans les ménages à Abidjan. Il s'agit de construire 200 km de canalisation dans le district. Les infrastructures existantes présentent des risques d'exploitation à certains endroits. Ces canalisations d'eau sont superposées à la canalisation d'eau usée. Donc, nous ne voulons pas prendre de risque de distribuer de l'eau à partir de ces canalisations qui sont superposées. Le gouvernement a donné l'autorisation pour que ces canalisations soient dérivées et les travaux sont en cours. C'est pourquoi nous demandons la patience des populations. À l'intérieur du pays, le programme Eau pour tous, dont les travaux sont annoncés pour ce premier trimestre, devrait apporter des réponses aux préoccupations des populations. Ce programme va coûter 200 milliards de francs CFA à l'État. Nous devons réaliser 200 châteaux d'eau dans ces chefs-lieux de sous-préfecture qui n'en ont pas. Ce programme va prendre en charge 450 000 familles, 21 000 pompes vont être réhabilités, mais mieux, en les réhabilitant, nous allons les adapter de l'écosystème solaire pour que nous puissions traiter le problème de la pénibilité des femmes. Face aux journalistes, le ministre de l'Hydraulique a fait cette précision relativement à l'anarchie dans le secteur et à la qualité de l'eau distribuée par la SODECI dans les ménages. L'eau de la SODECI on met à la disposition de la population est une eau potable. Tous ceux qui sont en train de contrevenir aux dispositions légales puissent être ramenés à l'ordre. C'est-à-dire des privés qui font des forages bizarres,
qui commencent à donner de l'eau aux populations, ce genre de choses-là, nous allons lutter contre ça. Les populations qui font des branchements parallèles sur le réseau de manière frauduleuse, qui prennent de l'eau de ceux-ci, qui mettent dans des sachets, dans des bouteilles, qui disent que c'est de l'eau minérale, nous allons lutter contre ça, parce que ce n'est pas légal. Laurent Tchagba rassure les populations de l'engagement du gouvernement à leur offrir de l'eau potable. 1300 milliards de francs CFA devront être investis d'ici à 2020. En attendant, le gouvernement a décidé de distribuer de l'eau à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable pour faire face à l'urgence. Tout autre chose à présent, le Fonds de prévoyance militaire apporte un appui à ses adhérents. Ce sont au moins 429 militaires et gendarmes admis à la retraite qui ont reçu une aide volontaire au départ. Le montant total de ces chèques s'élève à 2 milliards de francs CFA. On fait le point avec Abou Sanogo. Et ils ont rendu de bons et loyaux services aux armées et à la nation ivoirienne. Appelés à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2018, 429 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers ont perçu leur aide au départ d'un montant total de plus de 2 milliards de francs CFA du Fonds de prévoyance militaire, somme qui est le cumul de leurs droits déterminés sur la base de la durée dans le plan de retraite, du cumul de cotisation des différents grades d'avancement majorés d'un coefficient multiplicateur pour le plan entraide de fin de carrière et rémunéré à un taux d'intérêt minimum pour le plan épargne retraite mutualiste. Aujourd'hui, vos droits de retraite vous accompagneront dignement en attendant le versement de la première pension de retraite. Je souhaite à chacun de vous une utilisation efficiente et fructueuse de votre aide au départ à la retraite, ainsi qu'une retraite très heureuse. C'est une entraide, c'est une aide à la préparation de la retraite. Je voudrais publiquement dire mes félicitations au Fonds de prévoyance militaire d'avoir mis en place cet outil ô combien précieux qui nous permet tous d'envisager l'avenir, la retraite avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance et de sérénité. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale créée en 1992. Il a pour mission de soutenir les militaires et gendarmes à la retraite et les familles des soldats tombés au champ d'honneur ou morts de maladie. Un mot de tourisme à présent, la 39e édition de la Foire internationale du tourisme qui se tient à Madrid, en Espagne, est devenue au fil du temps l'une des foires les plus importantes au monde. L'édition 2019 qui se tiendra sur 5 jours enregistre la participation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire justement qui a noué plusieurs accords de partenariat dans le domaine touristique. Envoyé spécial à Madrid, Patricia Omouissia. La Foire internationale du tourisme FITOUR, qui se déroule chaque année à Madrid, est l'une des plus grandes foires de tourisme dans le monde. La foire est également considérée comme la plus importante porte au marché latino-américain. Dans l'ensemble, l'événement est une plateforme de communication globale afin de développer des stratégies futures. C'est dans ce contexte que le ministre du Tourisme et des Loisirs a signé un partenariat de développement touristique avec la ministre espagnole du Tourisme pour des projets de développement en Côte d'Ivoire. Siandou Fofana a poursuivi ses activités avec Investour, cette plateforme d'opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme. Nous avons discuté de projets internationaux, mais particulièrement au niveau d'hôtels, tout ce qui était l'hôtel de ressort en Côte d'Ivoire. On se verra donc en Côte d'Ivoire au salon touristique de Côte d'Ivoire qui sera, je crois, au mois d'avril. Autant d'investissements bénéfiques pour notre pays, la Côte d'Ivoire, représentée à la 39e édition du Salon du tourisme de Madrid. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. 2 casques bleus sri-lankais de l'ONU au Mali ont péri vendredi dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans le centre du pays. C'est la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, qui l'a annoncé dans un communiqué. Leur mort intervient 5 jours après celle de 10 casques bleus tchadiens tués le 20 janvier à Aguelok, dans le nord-est du pays, dans l'attaque la plus meurtrière contre la MINUSMA depuis son déploiement
en 2013. Une attaque qui a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance terroriste du Sahel liée à Al-Qaïda. Au Nigeria, à quelques jours de l'élection présidentielle du 16 février prochain, le président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession, a suspendu le président de la Cour suprême. Ce dernier est mis en cause par le tribunal de code de conduite qui juge des questions d'éthique. Samuel Walter Nkanu était poursuivi depuis une dizaine de jours pour ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, en euros et en livres sterling. Une éviction qui fait polémique au Nigeria. Et puis en République démocratique du Congo, pas de changement de cap pour Vital Kamerhe, allié du nouveau président Félix Tshisekedi, directeur de campagne de ce dernier lors de la dernière présidentielle du 30 novembre. Vital Kamerhe conserve ses fonctions. Vendredi, il a été désigné directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi. Avant l'élection, Félix Tshisekedi avait pourtant souligné que son allié deviendrait Premier ministre en cas de victoire. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain.